Voilà, donc moi je vais vous parler un petit peu de la place du curage ganglionnaire, donc faire un petit peu actualiser. Je vais bouger un peu comme ça, vous voyez mieux de là. Oui, oui, c'est mieux. Donc voilà, voir un petit peu, faire un petit peu la mise à jour du curage ganglionnaire. Et donc on a déjà eu l'occasion avec la présentation de Dr Kayat de voir un petit peu, malgré la progression des techniques d'imagerie, donc la lymphadenectomie reste aujourd'hui comme l'école des standards pour stadifier un cancer de la prostate. On a déjà vu qu'il y a plein de choses qui se plantent, donc probablement pour ce qui concerne le stadiage, bientôt il ne sera plus nécessaire parce qu'on aura des techniques d'imagerie qui pourront nous donner vraiment les stades ganglionnaires du patient avec une précision égale ou supérieure à la chirurgie, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on sait que 15% des patients présentent des métastases ganglionnaires alors qu'on fait une prostatectomie. La précision de la classification de l'estatus ganglionnaire est cruciale pour identifier ces patients et évaluer les risques de progression, adapter les traitements. En fonction du grade tumoral, du grade histologique, du taux de PSA, on va pouvoir calculer la prévalence des métastases ganglionnaires. Il y a des différents outils, la formule des Roche qu'on a tous entendu parler mille fois, mais je pense que personne n'a jamais utilisé. Et puis les nomogrammes qu'on utilise plus couramment. Donc ça a commencé par l'équipe de Baltimore en 1997 avec Partin. Et puis il y a deux équipes, un aux États-Unis et un en Europe, qui ont un petit peu se sont postulés comme leaders et qui ont imposé leur nomogramme. L'équipe de New York avec Catane au début et actuellement Godoy, et puis avec Alberto Briganti à Milan. Donc l'étape de Partin nous donnait des chiffres de prévalence de métastases ganglionnaires à partir des lymphadenectomies qui étaient faites à l'époque. Voilà, c'était des chiffres de l'époque. Ça a énormément progressé et c'est à partir vraiment de ce travail en 2007 qu'on a commencé vraiment à s'intéresser au curage. Donc c'est l'équipe allemande d'EDRH. Ils sont en fonction de ces études anatomiques, ils ont bien étudié les drainages lymphatiques qui étaient connus depuis des siècles, mais ils se sont dit, on va voir ce qui se passe si on élargit cette chirurgie, si on fait un curage plus approfondi, comme on faisait pour beaucoup de cancers. Et voilà, en faisant ça, ils sont trouvés et que si on élarge les chambres opératoires, on va passer de moyenne de 10 ganglions à 28 ganglions, on va tripler et on va trouver une incidence, une fréquence des métastases ganglionnaires qui va également être triplée et qui passe de 10 à 30%. En fonction du type des groupes de risque, par exemple, regardez ces groupes avec des mauvais pronostics avec un glisson élevé, et alors que le nomogramme avait prédit une fréquence d'infiltration d'environ 8% des métastases ganglionnaires, on passe à presque 60%. Et surtout pour les groupes intermédiaires également, avec des glissons, les groupes 2 et 3 actuels, on triple également la prévalence des ganglions, des métastases ganglionnaires qui passent de 12 à 30%. Donc, à partir de ces nomogrammes, on a créé des groupes de risque. Vous connaissez, donc il y a un groupe de bas risque, c'est des petites lésions T1C, T2A, avec un PSA bas et un glisson de bas grade. Donc, le taux de métastases ganglionnaires est très très bas. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, la lymphadenectomie n'est pas recommandée. Et nous, on est très tristes parce que nos chirurgiens aiment bien faire de lymphadenectomie. Après, il y a un groupe aussi bien défini, c'est les groupes de haut risque, d'accord. Donc, ce sont des patients petit 2C, au PSA supérieur à 20, le score de glisson est égal ou supérieur à 8. Et comme vous voyez là, on sait aujourd'hui que tous ces chiffres qu'on avait dans les passés, des fréquences des métastases ganglionnaires de 20-30%, aujourd'hui, on sait que la réalité est bien plus sévère que ça et on a des taux d'envahissement ganglionnaire de l'ordre de 60 à 80%. Dans ces cas-là, on considère que la lymphadenectomie est indispensable. Et nous, on est très contents parce qu'on aime bien faire de la lymphadenectomie. Et puis, il y a ces groupes intermédiaires qui est très importante, qui est la majorité de nos patients sont là, et c'est les groupes de patients les plus nombreux. Donc, c'est ces groupes de risque intermédiaires, c'est des tumeurs T2A, B, avec un PSA entre 10 et 20, avec un glisson 7, qui peut être 3 plus 4, 4 plus 3, donc c'est les groupes du 3. Où on va trouver ces petites tumeurs, P2A, qui est là simplement parce que le PSA il est à peine à 11, mais c'est un glisson 6, mais on va également trouver ces grosses tumeurs P2B avec un PSA 16 et un patron des 4 prédominant. Donc ici, on a une probabilité de métastases ganglionnaires qui varie de 10 à 30%. Et là, il y en a certains qui se posent la question, est-ce qu'un risque d'envahissement ganglionnaire de 10% justifie une lymphadenectomie 30% c'est clairement oui, 10% peut-être que pour certains oui aussi, mais bon, quelques auteurs, voilà, ils se posent la question. Donc dans ces groupes hétérogènes,
on a identifié deux sous-groupes, un sous-groupe de risques intermédiaires qu'on va appeler favorables. Ce sont les patients qui ont un seul critère d'amicaux, avec un glisson, c'est le groupe 2 ou 3, avec un envahissement inférieur à 50% de chaque biopsie. Et un sous-groupe de risques intermédiaires défavorables, qui sont tous les autres. Donc là où les patrons des 4 est prédominante, plus de la moitié de la carotte de la biopsie est infiltrée. Comme vous voyez, ça s'est traduit, ça c'est le pourcentage de patients libres des récidives biochimiques. Regardez la différence importante, par exemple à 3 ans, 40 et 70% contre 16% des patients par rapport à ces deux groupes. Donc il y a moyen également d'identifier ces deux groupes de patients. Et en octobre dernier, on a eu la dernière mise à jour du nomogramme de l'équipe de Milan. Et cette dernière version a une nouveauté. Donc, on a un nouvel facteur prédictif indépendant. Donc, on connaissait les PSA, l'état clinique, les grades de glisson. Mais aujourd'hui, le pourcentage des biopsies avec les grades de glisson les plus élevés a apparu comme un nouveau facteur indépendant de pronostic et pour déterminer si un patient a des métastases ganglionnaires. Donc, ça c'est la dernière actualisation. Les nomogrammes sont très faciles à utiliser. Et les auteurs considèrent que si le risque d'envahissement ganglionnaire est inférieur à 7%, on peut éviter 70% de lymphadenectomie, alors qu'on va passer à côté uniquement de 1,5% des patients qui ont des métastases ganglionnaires. Donc ils considèrent que ça c'est un compromis raisonnable et c'est la recommandation actuelle quand on utilise ces nomogrammes. Pour utiliser ces nomogrammes, on a besoin que nos anapathes nous donnent le pourcentage de carottes infiltrées. Nous, c'est le cas, j'imagine que c'est déjà la même chose partout. Si jamais quelqu'un n'obtient pas encore cette information, il faut vraiment aller voir ces anapathes, il faut les demander. Donc, tout ce que je viens de vous dire est résumé là, avec des grades de recommandation A et B. A pour la plupart des cas. Donc, c'est tout à fait d'actualité dans les recommandations. Ouais. Donc, pas de lymphadenectomie pour les groupes de bas risque, lymphadenectomie pour les groupes de risque et surtout les intermédiaires. Là, il dit 100% parce que c'est la version, c'est l'ancienne version du nomogramme de 2013. Ça a été actualisé, maintenant c'est 7%. Voilà, donc une fois qu'on a déterminé qu'il faut faire une lymphadenectomie, on va un petit peu voir quelles sont les limites anatomiques de la lymphadenectomie idéale. Il y a des différentes modalités décrites dans la littérature, pas de lymphadenectomie. La lymphadenectomie qui est appelée limitée, donc qui va concerner uniquement la région obturatrice. La lymphadenectomie qui est dénominée standard, qui va concerner les ganglions de la région obturatrice et iliaque externe. La lymphadenectomie étendue, donc c'est le dernier, et également les territoires de l'iliaque interne. Et puis la super étendue, donc c'est tous les antérieurs avec les hypogastriques au iliaque commun et les présacrés. Donc si on fait une lymphadenectomie étendue, ça va nous permettre de classer correctement 90% des patients. Mais on va rater des métastases ganglionnaires dans un patient sur 4. Si on fait une lymphadenectomie super étendue, donc l'exérèse des ganglions iliaques primitifs ou hypogastriques et présacrés, ça va nous permettre de resséquer jusqu'à 90% des ganglions envahis. Il faut savoir que c'est à ce niveau-là, un hypogastrique et un présacré, où on va trouver 20% des métastases ganglionnaires chez ces patients. Ici, vous avez les résultats de sous-groupes des patients de la série des Milan. Regardez, ce sont des patients vraiment de haut risque. Il y a 3/4 des patients de PT3 et PT4, et il y a 60% des patients avec des glissons 8, 9 et 10. Donc, ce sont les patients qui avaient un risque d'envahissement ganglionnaire supérieur à 30% dans les nomogrammes. Ils ont eu des lymphadenectomies élargies, dont 13% des patients avaient des métastases ganglionnaires iliaques primitifs, 6% présacrés, et presque tous, 97% avaient des métastases ganglionnaires dans des autres localisations. Si on applique ces seuils de 30%, ça nous permet d'éviter une lymphadenectomie super extense chez 60% des patients de haut risque. Si on accepte de passer à côté des métastases ganglionnaires chez uniquement 100% des patients. Ça, les auteurs considèrent comme un bon compromis. À chacun d'être d'accord ou pas. Au-delà des 30% de risque, un quart des patients présentent des métastases ganglionnaires dans ces régions. Et
comme toujours, le nombre de ganglions métastatiques est proportionnel au risque. Plus grand risque, plus grand nombre de ganglions. Ça n'a pas changé. Quels sont les critères de qualité de lymphadenectomie? Donc on sait qu'on doit avoir un échantillon minimal de 10 ganglions. Mais, à plus grand nombre, on sera plus précis. Cet chiffre de 10 ganglions se répète indépendamment du facteur de risque, que ce soit les stades, les glissons, les PSA ou les groupes. À chaque fois, c'est 10 ganglions de façon indépendante. Donc, on n'a pas de doute pour ça. Pourquoi on ne fait pas une lymphadenectomie large à tout le monde? Tout simplement parce qu'on n'a plus de complications. Regardez, dans des différentes séries, dont le taux de complications entre la lymphadenectomie étendue est limité, de 7 à 20%, de 2 à 8%, etc. etc. Donc, voilà, c'est un geste qui a ses complications. Concernant la courbe d'apprentissage, il ne faut pas imaginer que je décide demain de faire une lymphadenectomie et que je vais faire une lymphadenectomie facilement. Ça, c'est une étude anglaise. Je choisis cela parce que vraiment, il est centré sur la courbe d'apprentissage. Regardez, donc, en faisant un curage par voie laparoscopique, donc les auteurs retrouvent qu'il faut 130 cas pour avoir un temps opératoire compétitif, qu'il faut 136 cas pour avoir un taux de complication compétitif, 40 cas en plus pour les complications spécifiques de la lymphadenectomie, et il faut 150 cas pour avoir un échantillon ganglionnaire satisfaisant. Donc il ne faut pas imaginer que demain je fais une lymphadenectomie et je vais avoir mes 10 ganglions facilement. Donc c'est une procédure chirurgicale qui n'est pas simple. On peut s'aider. Aujourd'hui, il y a des techniques comme la fluorescence avec les verres d'indocyanine qui va nous permettre de mettre en évidence ces ganglions et qui va nous permettre de les repérer plus facilement. Donc, pour un chirurgien expert confirmé, ça n'a pas démontré d'apporter une amélioration au niveau de la qualité de l'échantillonnage. Mais par contre, pendant la courbe d'apprentissage, oui, ça a montré que c'est une technique intéressante. Voilà, on va changer des chapitres. Donc, est-ce qu'il y a une valeur thérapeutique à l'heure de faire une lymphadenectomie? Est-ce que la présence de métastases ganglionnaires, ça veut dire que la maladie est déjà systémique? Bon, c'est clair que quand on a un métastase ganglionnaire, c'est une mauvaise nouvelle pour les patients. Là, vous avez le pourcentage de patients libres des récidives biochimiques. La différence entre ceux qui ont des métastases ganglionnaires et ceux qui n'ont pas, comme vous voyez, la différence elle est plus qu'évidente. La survie cancérospécifique, selon le nombre de métastases, est aussi un facteur important. Donc, au-delà des 2 ganglions, la survie cancérospécifique, elle chute de façon importante. Regardez, à 15 ans, de 80 à 60%. Ça, c'est significativement significatif. Donc, voilà pourquoi c'est important d'avoir un échantillonnage le plus large que possible. Ici, on a les résultats à long cours de la série de New York. Ça, c'est la série du Memorial à New York. Ce sont des patients de risque qui avaient des métastases ganglionnaires qui n'ont pas eu de traitement hormonal dans la suite. Donc, ils ont été surveillés. Regardez, en termes de survie globale, en termes de survie cancer spécifique, en termes de survie sans métastases, en termes de survie sans récidive biochimique, c'est toujours les mêmes points d'inflexion. Au-delà d'un deuxième ganglion envahi, ça change de façon significative le pronostic du patient. Il y a même des auteurs, même si c'est une série ancienne, c'est toujours l'équipe d'Allemagne, eux, ils ont retrouvé que dans leur série, l'effet de faire une lymphadenectomie extense va diminuer la mortalité cancer spécifique de 23% pour les patients qui ont des métastases ganglionnaires et même de 15% pour les patients qui n'avaient pas de métastases ganglionnaires. Là, vous avez les papiers les plus importants, donc la revue de la littérature, les méta-analyses, pardon, je ne trouvais pas les mots, les plus importantes publiées jusqu'à aujourd'hui. Ça date de janvier de l'année passée. Donc, ils ont revu 4277 publications, 178 publications ont été retenues et 140 communications oraux. Un total de 275 000 patients répartis en 66 cohortes, 3 CC randomisés, 4 prospectives non randomisées, 59 rétrospectives. Les conclusions de ces auteurs, c'est qu'aujourd'hui la littérature scientifique est d'un bas niveau d'évidence, c'est très hétérogène. C'est clair que l'effet de faire un curage augmente la morbidité de l'intervention. Par contre, on n'a pas d'incidence sur les résultats fonctionnels. En termes de marge, en termes de conscience sexuelle, ça ne change pas les choses. La valeur thérapeutique n'est pas démontrée, mais vraisemblablement, car les résultats sont biaisés par la présence d'un grand nombre de patients N1 qui sont sous-classés à N0 par une lymphadenectomie inadéquate. Donc,
aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le phénomène Wheeler-Rogers. On a plein de patients qui ont été classés comme des 0 et qui étaient vraiment des N1. Donc c'est ça qui nous empêche de savoir vraiment les vrais résultats. Donc en conclusion, beaucoup de conclusions. En 2018, la lymphadenectomie est indiquée afin de classer correctement la maladie. On ne peut pas parler d'effet thérapeutique. Elle est indiquée chez les patients à risque élevé et intermédiaire de présenter des métastases ganglionnaires. Chez ces derniers, l'utilisation de nomogramme est conseillée pour éviter les surtraitements. Il est conseillé de réaliser une lymphadenectomie étendue, comprenant les régions obturatrices, iliaques externes et internes. Cette lymphadenectomie permet de classer correctement 90% des patients. Il faut au moins 10 ganglions pour que la lymphadenectomie soit représentative. Et il existe des indices pour imaginer que la lymphadenectomie puisse avoir une valeur thérapeutique, mais ceci doit être démontré par des études cliniques de haut niveau d'évidence, dont il y a plusieurs en cours. Ça, c'est les deux plus importantes, mais ce ne sont pas les seules. Et je finis là, je m'arrête là, et j'imagine que vous avez remarqué qu'il manque quelque chose de très important. On m'a donné un quart d'heure, je ne parle pas de la technique des ganglions sentinelles. Donc c'est moi-même voilà, c'est moi-même qui vais la mettre sur la table. La technique des ganglions sentinelles, ça mérite une présentation à part, et ça nécessite 20 minutes. Donc aujourd'hui, on a largement de l'évidence pour savoir que c'est une technique très intéressante. C'est très intéressant. Et ça pose un problème important d'organisation d'un bloc opératoire. C'est une technique compliquée. On a des scintigraphistes qui sont là, on a les anapathes qui sont là. Faire une biopsie extemporanée d'un ganglion lymphatique, c'est très compliqué. Je ne sais pas s'il y a des anapathes qui puissent me confirmer ça. Sont où les anapathes? On n'a pas d'anapathes? Voilà, ils sont là. Donc, ce n'est pas du tout évident pour l'anapathe de donner un résultat certain. Si les ganglions sont positifs, il faut faire un curage étendu. Et puis, une dernière chose. L'étude les plus importante, avec 1400 malades, l'étude des références de la technique de ganglion sentinelle. Vous savez combien de ganglions il y a dans les prélèvements et moyens? Il y a 10 ganglions. Ça va de 7 à 13. Donc, voilà. Les papiers de référence, celui qui est cité le plus grand nombre de fois, et dans l'échantillon, il y a 10 ganglions prélevés. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, pas du tout. Au contraire, ça me va très bien. C'est intéressant. Ils ont réussi à démontrer qu'il y a une morbidité inférieure. Ils ont réussi à classer correctement la maladie avec un geste plus simple. Bon, je vous dis que c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt, qui est controversé. Il y a des équipes qui sont à fond, il y a des équipes qui sont contre. Moi, personnellement, je pense que c'est intéressant, mais j'insiste, c'est très difficile de mettre en place dans un service des chirurgies, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, parce que ça nécessite une organisation très particulière. Voilà, merci beaucoup.